Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la CEDEAO. Un rapport sur le développement humain souligne des avancées et des régressions. La commission de la CEDEAO a publié finalement son rapport sur le développement du capital humain, DCH, rapport donc de la commission de la CEDEAO, rapport de l'année 2024, ce qui porte sur la période 2020 à 2022. Dans ce rapport, la Commission revient sur certaines avancées notoires remarquées dans plusieurs secteurs en prenant en compte au total 18 indicateurs, des avancées au niveau de l'amélioration de la santé et de la nutrition, une amélioration de 10% grâce à l'éducation, à la réduction plutôt du taux de mortalité, plusieurs avancées dans plusieurs domaines, une croissance qui également dépasse les attentes au niveau de l'économie numérique. Mais attention, l'autre point où le continent ou la sous-région a marqué un regret, c'est sur des questions d'éducation. Il ressort que la sous-région a observé un regret de 7% par rapport au domaine éducatif, illustrant donc la nécessité de redynamiser le financement dans ce secteur. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Kokouvi Abaili Abassa. Ce rapport 2024 de la Commission de la CEDEAO revient sur des avancées réalisées sur le développement du capital humain dans la sous-région. L'objectif, c'est de placer la sous-région ouest-africaine en tête en matière de sous-région sur le continent, en matière d'évolution et du développement du capital humain. Des avancées sont remarquées, mais aussi un regret sur un point très clé, un point très important, c'est le secteur de l'éducation qui normalement devait porter les autres secteurs, mais qui malheureusement est en régression de 7% selon ce rapport. Oui. Oui, il est bon de s'auto-évaluer ou bien d'évaluer sa performance à chaque étape d'une vie. Donc, la CEDEAO a créé ces éléments d'évaluation, donc du capital humain, le développement du capital humain des pays membres de la CEDEAO, donc à travers 18 indicateurs. Et ces indicateurs, vous l'avez évoqué quelques, notamment la santé, l'éducation, la performance économique. Et puis il y a plusieurs aspects que nous allons revenir beaucoup plus dans les détails. Et au vu d'ensemble de ce rapport de 2000 à 2002, puisque le rapport actuel fait cas des indicateurs mesurés entre l'année 2000 et 2022, 2020 et 2022. Et ça, c'est dans cette période, puisque c'est un rapport biennal. Donc, chaque 2 ans qu'on fait sortir ce rapport. Et ce rapport prouve que vraiment, il y a eu assez de performances dans la sous-région. Presque tous les pays ont progressé à travers certains indicateurs. Et au vu d'ensemble, il y a 5 pays qui viennent en tête, notamment le Cap-Vert, suivi du Ghana. Il y a le Sénégal en 3e position, le Togo en 4e position et la Côte d'Ivoire en 5e position. Cela prouve que ce sont des classements sérieux à travers ces indicateurs qui permettent normalement à nos pays d'avoir des éléments comme de boussole, c'est-à-dire que à travers ces rapports, on se situe à peu près par rapport aux investissements que nous faisons dans nos politiques publiques et les investissements que nous faisons dans nos programmes et projets de développement de nos pays. Donc, c'est vraiment un rapport très intéressant quand j'ai essayé de parcourir un peu le contenu. C'est vrai, ça porte sur des choses vraiment très sérieuses. Et vraiment, il faut vraiment féliciter les pays qui ont fait vraiment des avancées majeures. Sauf que, c'est vrai, là, ce qui a tiré beaucoup plus les choses vers le haut, pour un pays comme le Togo, par exemple, c'est dans le domaine de l'inclusion financière et numérique. Et là, vous voyez avec le projet FNFI, il y a eu quand même, dans cette période, la période bien concernée dont je suis en train d'évoquer, c'est-à-dire 2020 et 2022, il y a eu beaucoup de fonds qui ont été injectés dans ce domaine pour permettre à la couche vulnérable et surtout les femmes de bénéficier de financement à une quantité
très petit au départ, mais plus tard, les enveloppes ont été élargies pour les gens qui ont mieux géré ce qu'ils ont reçu. Donc, maintenant, ça, par exemple, c'est un atout que les femmes ou bien les Togolais ont eu à avoir ce programme de l'État. Vous voyez... Au niveau des régressions, c'est surtout le secteur de l'éducation qui a un regret de 7%. Oui, ça, c'est n'est-il pas suffisant? N'est-il pas suffisant pour s'inquiéter au niveau de l'éducation, en ce qui concerne l'éducation dans la sous-région ouest africaine? Oui, d'une façon globale, il faut dire qu'il y a eu vraiment une grande régression dans ce domaine. Mais quelles sont les choses qui peuvent prouver ça? Il faut questionner le rapport pour voir par exemple les pays qui ont connu la guerre ou bien des conflits. Dans ces zones, l'investissement dans l'éducation a été réduit considérablement. Je prends par exemple le Burkina Faso, je prends le Mali, je prends les pays du Sahel central qui sont confrontés effectivement à des questions de terrorisme. Il y a une grande partie du Nigeria avec ce conflit de Boko Haram. Dans ces zones, il est difficile aux enfants d'aller à l'école. Surtout que les attaques vont même dans les classes. Où on enlève des filles donc les parents n'ont même plus le courage d'envoyer leurs enfants à l'école dans ces zones. Ça, par exemple, pour un rapport d'ensemble, cette zone a tiré vraiment tout le lot vers le bas. Ça justifie une partie de cette régression. C'est pour cela que il est même recommandé à tous nos pays d'investir beaucoup plus dans l'éducation, puisque c'est l'éducation qui est à la base de tout. Il faut beaucoup investir dans l'éducation pour pouvoir tirer tous les autres secteurs du développement vers le haut. Est-ce que cela risque d'avoir des répercussions sur l'avenir de la jeunesse dans cette sous-région? Ah, bien sûr, bien sûr. Une mauvaise éducation dans une zone ou bien une sous-éducation dans une zone a toujours de l'impact négatif sur le développement de la zone. Vous voyez à peu près les terroristes aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, sont des gens qui n'ont pas assez fréquenté, des gens qui ont des difficultés même à s'exprimer dans une langue étrangère. Et dans leur langue même, parfois, ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Donc, c'est eux plutôt qui gonflent les quoi là. Donc, ce sont des bombes à retardement si on n'investit vraiment pas dans l'éducation. Donc, l'éducation, c'est le centre vraiment de tout. Et ce qui a amené justement la sous-région, la commission de la CEDEAO à faire des recommandations, parmi lesquelles la nécessité d'augmenter les investissements dans le secteur de l'éducation. L'éducation est le secteur apparemment délaissé dans cette évaluation biennale de la commission de la CEDEAO, où on réalise une régression de 7%, quand dans d'autres secteurs, on note une large avancée. Gabin. Oui, je pense que c'est un rapport qui vient à point nommé, notamment entre 2020 et 2022. On sait très bien que la Covid-19 était passée par là en 2020 et ça fait pratiquement 5 ans que cette maladie-là a sévi et on vient encore des séquelles de cette maladie-là, on n'en est pas encore totalement sorti. Donc c'est quand même très bien de faire un rapport, de faire l'état des lieux pour savoir dans quel domaine il faut encore beaucoup plus investir. On sait très bien, par exemple, quand on parle de la régression quand même au niveau de l'éducation, il faut noter que avec la maladie, avec le Covid-19 et ensuite avec la lutte antiterroriste, il y a eu ça a impacté beaucoup plus le budget et la répartition même des fonds au niveau des différents secteurs. Donc ça a été véritablement très difficile pour les États d'arriver quand même à subvenir par rapport à cette situation amenée par Covid et aussi par la lutte antiterroriste. Il faut beaucoup plus investir dans l'armement et aussi dans la santé. Vous avez constaté que véritablement au niveau de la santé, il y a de l'amélioration. Il y a le taux de mortalité qui a aussi baissé, véritablement maternelle surtout, qui a aussi baissé. Donc au côté éducation, bon, il y a pas, quand on parle d'éducation, il faut voir le côté infrastructure, la construction des salles de classe, alors que dans certaines zones, c'est tellement compliqué parce qu'on ne peut pas construire, vu l'avancée des terroristes et la lutte antiterroriste, les populations qui se déplacent, les enfants qui se déplacent d'un lieu à un autre ne peuvent pas forcément continuer les études. Donc ça a été très compliqué.
même dans les statuts, les protocoles additionnels de la CEDEAO, il y a une part importante qui est quand même consacrée à la santé et à l'éducation, mais bizarrement ça n'a pas été le cas. Quand on voit les rapports précédents de 2018-2020, on a pu constater qu'il y a une nette augmentation il y a une nette amélioration au niveau de l'éducation, ce qui a véritablement baissé dans le rapport suivant de 2020 à 2022. Probablement que dans les prochaines années, c'est-à-dire dans les rapports biennales qui va encore suivre, on va voir une nette augmentation, une nette amélioration au côté éducation, parce qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des États accordent une importance cruciale à l'éducation, ce qui va augmenter le développement du capital humain dans les années à venir, parce que l'éducation, c'est la base quand même pour avoir un État fort et surtout s'engager dans le processus de développement. Donc, on ne peut qu'encourager les États de la CEDEAO à continuer, que ce soit de la CEDEAO ou bien de l'AES. il faut continuer par faire progresser cette mentalité-là de faire en sorte que nous puissions nous développer et surtout mettre l'accent sur l'éducation. Et je pense que c'est une très bonne chose. On ne peut pas tout bien faire. Les États ont pu faire ce qu'ils peuvent. Ceux-là qui sont devant, je prends pour pauvre le Ghana qui s'est développé dans le côté entrepreneurial et autres, là, qui a véritablement fait des efforts, malgré que le pays a traversé assez de difficultés économiques, mais ils ont fait tellement d'efforts. Donc, on va encourager la plupart des États. Le Togo qui construit aujourd'hui beaucoup d'hôpitaux mère-enfant. Ça aussi, ça agit sur le classement là qu'on vient, ou bien le rapport qu'on vient d'avoir, à savoir la baisse du taux de mortalité maternelle. Donc, on peut dire que ces États-là ont fait des prouesses. On va encore les encourager à faire beaucoup plus, surtout dans le domaine de l'éducation et de la promotion de l'emploi. Alors, vous, Adam Adjournou, directeur de publication, vous savez que dans ce genre de situation, on se focalise sur ce qui n'a pas marché pour appeler à ce qu'il y ait des actions concrètes pour améliorer ou reprendre la situation en main. Est-ce qu'une baisse au niveau de l'éducation dans la sous-région de 7%, est-ce que cela peut être considéré déjà comme une situation alarmante? Vous savez, avant de répondre à cette question, permettez que je parle d'abord de la forme de ce rapport-là. Qu'est-ce qui a suscité en réalité l'instauration de ce rapport? Je vous en souviens que lorsque vous prenez certains rapports qui ont déjà subsisté il y a très longtemps, notamment, je veux prendre pour preuve le rapport Mo Ibrahim, qui en tout cas classait la sous-région comme étant l'une des plus performantes, était située en 3e position dans son dernier rapport. Et surtout d'autres rapports également qui nous indiquent que lorsque nous prenons les indicateurs historiques qui peuvent donc permettre d'évaluer l'histoire de l'Afrique, nous la avons tiré pour la plupart du temps des pays occidentaux. Donc quelque part ça voudrait dire que lorsque vous-même vous ne créez pas en réalité vous ne renseignez pas des indicateurs qui puissent permettre une auto-évaluation, les autres le feront à leur place et des fois à leur intérêt justement. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'instauration de ce rapport-là doit être saluée pour faire en sorte que, puisque lorsque vous prenez les pays eux-mêmes pêle-mêle, il y en a qui vont se faire évaluer par des institutions mises en place. C'est vrai que ça crée des critiques des fois à l'interne des pays, mais quelque part vous ne pouvez pas danser, vous apprécier. Voilà pourquoi on se dit que les rapports, aller se faire évaluer sa gouvernance, c'est toujours la bienvenue. Donc maintenant, pour parler de la question éducative que vous avez évoquée, justement parce que vous savez, c'est Nelson Mandela qui le disait, pour caricaturer, à partir du moment où vous perdez, en tout cas, la clé de l'éducation dans un pays, c'est bonjour les dégâts. Et justement, je pense que si l'approche bonne gouvernance doit partir par, en tout cas, une bonne éducation. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, lorsque les mots qui minent aujourd'hui notre société, Abaili parlait tout à l'heure de la question du terrorisme, etc. Mais d'autres questions également commencent naturellement par l'éducation. Nous avons d'abord l'éducation, nous avons l'instruction, mais également nous avons la culture, entendue comme être cultivé. Donc ces trois aspects-là ont des évolutions assez différentes. Mais justement, pour partir d'une étape à une autre, notamment l'éducation vers l'instruction, l'éducation c'est un fourre-tout, hein. Je pense que l'éducation c'est également la question parentale, mais également la question, en tout cas, scolaire pris dans sa globalité, incombe également à l'État. Mais justement, il faudrait quand même que nous ayons des gens qui comprennent le degré
des trois aspects de l'éducation pris dans leur globalité pour réellement comprendre l'investissement qu'il faut dans l'éducation. Aujourd'hui, nos simples recommandations ne suffisent pas? Non, ne suffit pas. Ne suffit pas. Parce que ça voudrait dire quelque part que nous n'avons pas pris en réalité la hauteur des mots qui nous minent aujourd'hui. Et nous, pour réellement donc attaquer le mal, il faut l'attaquer par la racine. Et donc justement attaquer le mal par la racine, c'est faire davantage d'investissement. Je pense que le rapport devait aller plus loin en mettant au cœur des débats la question éducative comme étant fondamentale pour arriver véritablement à renseigner d'autres indicateurs plus efficacement. Parce qu'à partir du moment où la question éducative de l'instruction et de la culture sont faussées naturellement, vous convenez que ça aura forcément des impacts sur les autres indicateurs. C'est en cela que je dis que la simple recommandation ne suffit pas. Mais lorsque nous prenons les pays pris individuellement notamment, je veux parler du Togo par exemple, qui a mis au cœur de toute la transformation la question éducative. C'est vrai que tous les indicateurs sont prioritaires, mais lorsque vous savez où vous allez prioriser en réalité les indicateurs. C'est en ce sens que vous prenez les pays comme le Togo notamment, il y a l'éducation qui est mise en avant, nous avons également la question de la santé, vient ensuite la question de l'agriculture, etc. Donc vous priorisez pour faire en sorte que la question dans sa globalité puisse être maîtrisée et faire en sorte que le Togo, le pays puisse être mieux coté. Donc je pense que c'est en ce qui fait qu'aujourd'hui les pays essaient de pouvoir prendre d'autres pays comme des modèles. Et naturellement, pour certains qui sont beaucoup avancés dans le taux flagellation, estimaient que le Togo en faisait tout lorsqu'il partait se faire évaluer ces indicateurs dans d'autres mécanismes. Je pense que les raisons sont là aujourd'hui et est un pays modèle sur d'autres aspects, notamment l'éducation. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.